Sécure, épisode spécial. Je suis avec Vincent. Comment vas-tu? Salut! Ça va très bien. Très bon début d'année 2025. J'espère que tu en as eu un excellent toi aussi. Oui, ça commence sur les chapeaux de roue comme d'habitude. Tout est dans le prélat. Comme ça. Puis de toute façon, les nouvelles sont dans le prélat aussi. C'est un peu ce qu'on va aborder là. Premier élément qu'on va aborder, DeepSeek. Ça a fait beaucoup de bruit dans la semaine, en tout cas du moins qu'on enregistre. Ça a commencé par une annonce spectaculaire le lundi ou le week-end sur lequel le modèle s'aurait été entraîné sur quelque chose de pas cher pour aller en milieu de semaine où ils se sont fait un DDoS, puis ensuite ils se sont fait défoncer. Puis finalement, à la fin de la semaine, on finit par apprendre qu'ils auraient probablement utilisé les données d'OpenAI pour s'entraîner. Fait que c'est quand même une très grosse épopée en une semaine. Une semaine de ça, je vais voir ton take là-dessus. Comment tu perçois les choses? Comment, toi, ta lecture de cette situation-là? Ben écoute, pas ici pour dénigrer la Chine, mais je pense que la réaction, on va dire, la réaction immédiate qui a plombé les marchés dès lundi, je pense que c'était de l'énervement un petit peu pour rien. C'est sorti de nulle part. Oui, c'est une belle annonce. Puis tant mieux pour la Chine d'avoir son modèle. Mais restons, ne succombons pas à nos émotions dans ces circonstances-là. Surtout que, oui, la nouvelle était fort intéressante, mais pour chaque nouvelle intéressante, peu importe à travers le monde ou même par chez nous, on sait très bien que ces nouvelles-là se font challenger, surtout quand ils ont un impact comme ça. Je pense que les gens ont plutôt mal réagi, puis avec raison. En fait, la quantité d'informations qui s'en est suivie au cours de la semaine a démontré effectivement qu'on aurait pu tout simplement se gratter la tête en disant, bon, ça n'arrivera pas. On va les appeler. On va aller au fond du dossier. C'est une belle nouvelle. Ils ont peut-être envie d'en parler. Puis on va aller au fond des choses, les challenger. Mais finalement, c'est pas tout à fait ça qui s'est produit. Les gens ont préféré, on va dire, contre-attaquer vigoureusement le modèle puis l'infrastructure de la Chine, comme tu viens de le dire, pour en fait, leur extirper les mécanismes qu'ils ont employés. Peut-être que si on les avait juste appelés tranquillement dans une belle petite conférence de presse, ils auraient été très fiers, puis ils auraient probablement divulgué qu'ils ont utilisé des modèles existants déjà très bien entraînés pour entraîner leur modèle. Puis ces modèles-là, les premiers chiffres qui sortaient là, de la Silicon Valley, des modèles qui ont coûté au fil des ans 1, 2 puis 3 milliards pour en entraînement, en sophistication, en mise à jour, etc. Puis eux autres qui déclarent que ça a coûté presque rien, ben, c'est de la réutilisation de modèles existants, première des choses. Puis une forme de triche, comme on en a discuté tantôt, mais pourquoi pas? Rendu là. Mais tu sais, c'est pas étonnant des Chinois parce qu'ils font ce genre de choses-là, je dirais pas régulièrement, mais c'est dans leur modèle d'essayer de réutiliser ce qui s'est fait pour aller plus loin. Puis en même temps, on dit ils trichent, oui, mais ça prend quand même un certain niveau de connaissance pour réussir à faire ce qu'ils ont fait. Là. C'est pas genre deux dos dans leur sous-sol qui ont décidé de réinventer ça dans un week-end. Là. Ça demande quand même des gens brillants pour réussir à faire ce genre de choses-là. Ce qui est en même temps un rappel intéressant qu'il n'y a pas une façon d'arriver à de l'entraînement AI. Il y a plusieurs stratégies. On peut contester la légalité de ce que DeepSeek a fait parce que OpenAI, vers la fin de la semaine, a déchiré sa chemise publiquement. Mais en même temps, il n'y a pas tant de sympathie des créateurs parce que le débat actuel, c'est que OpenAI se serait entraîné sur les données disponibles sur Internet qui ne sont pas nécessairement libres de droit. Donc, déjà là, il y a comme un conflit. Donc, d'eux-mêmes, de rechialer sur le fait qu'une autre compagnie fait la même chose un peu qu'eux autres, bon, on peut contester, mais ce qui demeure intéressant de l'approche chinoise et ce qui fait que le plus grand perdant de cette semaine, avec raison, c'est NVIDIA. Parce qu'on n'aura peut-être pas tant besoin de chips super sophistiqués pour les futurs modèles. Peut-être que ça prenait juste pour le modèle de démarrage, on en prenait quand même une certaine quantité. Mais je pense que les modèles qui s'appellent distillés, là, comme ceux de DeepSeek, peut-être qu'on n'aura plus tant de besoin de réentraîner. Fait que les futurs modèles pourraient être beaucoup moins coûteux à être entraînés selon comment les Chinois
l'ont abordé. Puis c'est une nouvelle stratégie. Personne ne l'avait vraiment utilisée jusqu'à présent. Mais bon, puis pour ceux qui l'ont utilisé un peu, on voit rapidement les limitations aussi de ce modèle-là. Moi, je l'ai trouvé très drôle parce que je l'ai essayé localement sur ma machine. Fait que j'ai downloadé le modèle puis j'ai essayé. Ce qui est, à mon sens, la façon la plus sécuritaire de le faire, là, au lieu d'envoyer ça dans les Chinois, parce qu'on l'a vu, ils se sont fait hacker. Puis tout le monde qui a fait des rackets, toutes les rackets de tout le monde ont été devenues visibles. Fait que là, puis déjà que les Chinois doivent vraiment réutiliser le contenu des rackets. Fait que déjà là, s'amuser avec, c'est une chose. Envoyer des informations comme ça en a un autre. Mais bref, de mes tests que j'ai faits préliminaires, le modèle est à peu près mature comme ChatGPT 3.5 l'était. C'est-à-dire qu'il fait des gaffes assez importantes. Il est un peu perdu. Des fois, il va partir dans l'une sur des sujets comme ça. Fait que c'est un modèle de niveau ChatGPT 3.5, exception, que c'est un modèle réflexif. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intense. Puis on parlait autour de moi de le voir faire ça. Puis je pense que c'est ça qui est peut-être socialement le plus épeurant de ça, parce que là, ça va te mettre dans les mains de beaucoup de gens un modèle réflexif. Fait que les gens vont penser que DeepSeek réfléchit pour de vrai, ce qui est complètement faux. C'est juste un modèle mathématique, encore une fois. Donc, on a un certain défi de ce côté-là, mais j'ai hâte de voir comment ça va faire. Mais bref, quand on a des innovations comme ça l'a déstabilisé parce que je pense que les gens étaient dans leur tour d'ivoire, ils pensaient qu'il y avait le meilleur moyen quand dans les faits, c'est pas ça. Puis ils sont allés, comme tu le dis, ils sont allés trop vite. Là. Tout le monde s'est énervé trop vite. Là. Celle-là, je disais, tout. Puis en plus, en tout cas, bref, je me ferai pas d'amis comme d'habitude. Mais beaucoup de spécialistes, notamment en cybersécurité, qui se sont précipités à commenter ça quand on n'a pas eu le temps d'analyser, puis qui ont tout de suite déchiré leur chemise publiquement. Au-delà du fait que c'est chinois, puis envoyez pas aux informations là, comme avec TikTok, comme avec Redbook, ne faites pas ça, c'est chinois, on connaît la structure, la loi chinoise oblige les compagnies à tout donner. Après ça, c'est comme ça, c'est la vie, là, c'est pas... Mais tu sais, je veux dire, Facebook réutilise nos données aussi. Puis au travers de ça, les prédécesseurs à DeepSeek, les modèles plus nord-américains, disons-le comme ça, petite question que je pose, que je tire en l'air de même, il y aurait une probabilité qu'un autre de ces modèles-là aurait été entraîné de la même façon. La seule chose, c'est que ça n'a juste pas été divulgué publiquement. Pourquoi? Parce qu'on a une plus grande confiance aux produits nord-américains. On voit la Chine comme des grands méchants comme d'habitude, fait qu'il faut leur tirer, faut défoncer les portes pour leur tirer les verres du nez. Je ne suis pas contre la façon dont ils ont entraîné leur modèle. Puis, c'est pas les Chinois qui ont spéculé. Oui, les Chinois ont annoncé que ça leur a pas coûté cher. C'est une chose. Ils ont commencé à s'énerver. Mais là, ils ont quand même... C'est un bon petit tour de passe-passe. Parce que, je vais faire une petite parenthèse ici. J'ai un collègue de travail. Oui, l'intelligence artificielle commence à être exploitée à l'endroit où je travaille. Pas pour des fins, justement, d'état financier, mais des fins, on va dire, d'entraînement et de rehaussement de documents, pour nous aider à faire du rehaussement de documents. De façon administrative, là, juste voilà. Pour des choses, pas sur le core business, mais vraiment ce qui est autour et ce qui entoure les choses. Oui. En plein ça. Puis j'ai un de mes collègues qui s'intéresse énormément à l'intelligence artificielle. Si je ne me trompe pas, il est diplômé là-dedans également. Et puis, il a pensé à comment utiliser un modèle en cascade de la même façon que les Chinois ont entraîné DeepSeek. C'est par exemple sur des documents de reddition où on présente des indicateurs qui sont produits par des algorithmes mathématiques. Il y a toujours un humain qui fait la contre-vérification pour s'assurer qu'effectivement, en fait, on utilise Power BI, on utilise d'autres, du Cognos, du ServiceNow, d'autres des systèmes de données qui produisent du reporting. Puis étrangement, à la base, l'humain ne fait pas confiance à 100% aux indicateurs qui sont produits, surtout quand il y a des variations, on va dire, d'une reddition à l'autre. Donc, l'humain, sans s'en rendre compte, refait ses extractions puis refait son calcul lui-même. Lui, son idée qu'il a énoncée, je trouve ça excellent, c'est effectivement d'utiliser les capacités de l'intelligence artificielle pour négocier avec les différents référentiels, selon le contexte, selon les objectifs d'indicateurs qu'on lui donne, de nous produire un rapport, puis d'utiliser une seconde intelligence artificielle qui, elle, fait la validation avec les différentes variations qu'il y a eu dans les dernières semaines pour donner des indications sur peut-être des indicateurs qu'un humain devrait contre-vérifier,
et non l'ensemble des indicateurs qu'on contre-vérifierait. J'avais trouvé l'approche extrêmement intéressante. Oui, tout à fait. Puis c'est un peu ça qu'on voit avec le modèle de DeepSeek. De un, la façon qu'elle a été entraînée est entraînée sur d'autres modèles. Même si ça crée scandale, dans l'absolu, je trouve que c'est quand même un game changer parce que ça va bousculer le marché du AI de façon autre. Fait que donc, on peut juste espérer que ça bouge les grands joueurs. Ils sont allés open source aussi, ce qui fait que, comme Llama puis Mistral, donc on a ouvert le modèle, donc on a donné la capacité aux gens de contribuer. Donc, ça donne une ampleur différente, contrairement à des modèles fermés comme OpenAI et Claude, par exemple. Donc, on est dans une dynamique différente. Et le modèle réflexif fait exactement ce que tu dis. Ce serait d'autant plus intéressant de le voir que ce seraient des modèles différents qui se contredisent. En l'occurrence, un modèle réflexif, c'est qu'il s'interroge lui-même. Fait que tu vois sa réflexion, si tu veux, et puis il va se poser des questions, puis il va contredire sa réflexion. Puis c'est très intéressant de le voir comment ça descend. Donc, la capacité justement de faire cette contre-vérification-là. Si ce dialogue-là, au lieu d'être juste dans un AI comme c'est le cas, était dans deux AI comme ton collègue l'a dit, donc tu as comme une contre-vérification sur des modèles entraînés différemment, avec des finalités différentes. Donc, cette espèce de challenge-là qu'on a. Et il y a très longtemps, j'avais une série de dessins animés japonaises que j'écoutais, puis les autres, il y avait appelaient les trois mainframes, qui étaient les trois romages, nommés comme ça, qui étaient justement dans un contexte où les trois se challengeaient entre eux autres jusqu'à temps d'arriver à un consensus et d'arriver à une solution. Donc, il y avait une réflexion qui était faite. Donc, déjà cette idée-là était déjà matérialisée dans l'ancien temps avec des mainframes, qui maintenant, on voit avec du AI, pour être justement pas juste deux, mais trois AI qui se challengent pour arriver à la conclusion à laquelle j'aurais un plus grand niveau de confiance, un peu comme tu mentionnes, d'un résultat plus exact, moins halluciné, moins déviant par rapport à ce que c'est. Puis comme on est comme des humains, on aime ça être contre-vérifié, on est un peu nerveux, on ne fait pas confiance. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite pour DeepSeek. Là. Ça a ébranlé les marchés, ça a énervé du monde. Ils se sont fait défoncer. Là, on a trouvé, comme tout d'un coup, on a trouvé le poteau rose. Ben, écoutez, moi, je pense que DeepSeek est là pour probablement rester, rivaliser, puis être exploité. Fait que j'ai hâte de voir la suite pour eux autres. Là. Puis j'ai hâte de voir la suite aussi pour les autres. Parce que ce qui est intéressant, tu as parlé justement de la capitalisation de NVIDIA qui a droppé parce que la façon dont ils ont mis leur mécanique d'entraînement ne demande pas autant de puissance de coprocesseurs mathématiques que les autres ont dû avoir besoin pour les leurs. Mais j'ai hâte de voir ce que les autres aussi vont faire. Si vous voulez mon avis, là, nos amis chinois viennent de nous donner un petit coup de barre aux Nord-Américains. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont dans un war room en ce moment, puis probablement qu'ils sont en train de... J'espère qu'ils sont dans un war room, puis ils ne sont pas juste en train de faire une crise de bacon. J'espère qu'ils sont en train de réfléchir sur du tableau blanc puis dessiner là, à l'heure actuelle. Là. Parce que moins de chips, moins d'électricité, baisse de coûts, des coûts qui sont directs, puis avec autant de performance... Moi, selon moi, je tends à penser qu'ils s'en vont. Probablement tout le monde va s'en aller dans cette direction-là. Si tu veux mon humble avis, surtout que les coûts sont moins, les coûts d'exploitation vont être pas mal moindres. Oui, mais ça va influencer énormément le marché. Puis on voit, puis pour moi, 2025 va être assez sanglant au niveau de l'arrivée du AI, mais du vrai AI sur le marché du travail, mais du AI aussi qui est roulé localement. Puis pour beaucoup d'entreprises, l'un des enjeux, c'est la vie privée. C'est de justement d'envoyer de l'information dans le cloud chez un fournisseur qu'on ne fait pas confiance et ensuite d'arriver sur ce genre de choses-là. Fait avec des modèles comme celui-là, qui est quand même assez performant, pas mature encore, mais quand même assez performant, on commence à voir l'arrivée de petits modèles qu'on va être capable de rouler dans nos data centers localement ou quitte à les faire rouler parce que déjà DeepSeek est déjà disponible dans AWS, dans Azure, puis j'ai l'impression qu'il est dans Google aussi. Je n'ai pas vu l'annonce, mais j'imagine que ça doit être disponible. Fait qu'on est déjà capable de le rouler localement dans nos data centers. Fait que donc, c'est genre ton entreprise, ton employeur pourrait dire ouais, moi, DeepSeek, je vais le mettre sur mon Azure ou sur mon AWS. Puis il y a pas de problème là, de le faire. C'est Azure AI, Bedrock, puis Vertex pour nommer les choses. Ils sont sûrs qu'ils sont déjà disponibles dans ces endroits-là. Fait qu'on est comme
cette capacité-là. Et ça, comme ça coûte moins cher parce que ça va prendre moins de CPU à rouler, bien effectivement, comme tu dis, ça va descendre, ça va rendre ça accessible. Puis les entreprises vont commencer au lieu d'avoir justement comme de l'administratif, on va avoir accès à du AI qui va influencer autre chose que de l'administratif, rouler localement ou l'ouvrir dans un périmètre privé, ce qui va faire qu'ils vont enlever un peu la réticence de la plupart des compagnies à l'usage de ce genre de service-là. Donc, on va avoir un changement quand même qui, à mon sens, va être très important en 2025. Puis je m'attends à avoir une réplique des OpenAI de ce monde avec un modèle similaire, peut-être même rendu open source comme DeepSeek d'ici quelques semaines, là, justement pour répliquer, pour montrer que ça. Puis, la course pour moi, c'est comme la course à la Lune. Là, c'est comme deux géants qui se battent et qui le premier va arriver sur la Lune. Fait que je trouve ça très intéressant de le voir ça comme ça. Fait que moi, je vois ça positivement, cette relance-là entre la Chine et les États-Unis, comme la course à l'espace entre les États-Unis et la Russie ont mené à des éléments très, très importants, des changements technologiques que tout le monde bénéficie. Maintenant, on a tellement de changements technologiques qui sont issus de l'ère spatiale. Maintenant, le AI va arriver à peu près à ce même genre de choses-là. Fait que moi, c'est très bien qu'il y ait une compétition, que ce ne soit pas juste les Américains qui sont là, qui se challengent puis qui arrivent à ce genre de choses-là. Puis, d'ailleurs, il y a même une série sur Apple TV, c'est For All Mankind, fait état que si ce n'était pas les Américains qui avaient gagné la course à l'espace, mais les Russes, et ça amène des scénarios hypothétiques de l'avancée technologique. Et clairement, si la course à l'espace n'avait pas arrêté avec le fait d'envoyer quelqu'un sur la Lune, parce qu'elle aurait été là à ce moment-là, coupure de budget puis ça a disparu, si ça n'avait pas arrêté, bien, les avancées technologiques auraient été telles qu'on aurait eu des iPhones avec de la visioconférence dans les années 80, là. Pas en 2000, pas les années 2000, fin des années 2010. Fait que, on aurait eu des changements comme ça. Fait que, voyons voir si je demeure pas, je ne suis pas ça, mais envoyez pas vos données en Chine. Là, je rappelle, c'est pas bien, les Chinois ont ça. Puis l'article 9.1 des choses du code d'utilisation de DeepSeek le dit, tous les données sont envoyées au gouvernement chinois. C'est marqué noir sur blanc. Là. Fait que ceux qui pensaient que non, c'est pas vrai, on fait juste dire des mauvaises choses sur les compagnies chinoises. Non, c'est marqué. C'est comme ça. C'est un état de fait. Fait que après ça. Mais ça va changer. On va peut-être en avoir dans nos. On va en avoir dans nos appareils personnels à la maison. On va les avoir, on va avoir un vrai assistant personnel qu'on va vivre sur localement. On va avoir des Raspberry Pi à la maison qui vont nous servir d'assistant personnel. C'est fantastique. Peut-être c'est ça, 2025, là, en termes de côté positif qui va ressortir de ça. Là. Tu dis que le modèle DeepSeek est déjà disponible chez certains gros. OK, mais ça s'est tout fait cette semaine ou c'est. Oui, tout le monde cette semaine a sorti. Parce que DeepSeek a donné son modèle en open source, fait que tu peux le downloader sur Hugging Face. C'est pour ça que j'ai downloadé sur mon ordinateur à la maison, je l'ai roulé pour vérifier ce que ça faisait, puis comme il est très, très performant en termes de vitesse. Fait que tu peux faire la même chose dans un Vertex Bedrock ou Azure AI et downloader le modèle puis le mettre sur le moteur de fonctionnement de ces grands clouders-là. Fait que tu es déjà capable de rouler DeepSeek dans ton tenant sur tes équipements. Là, certaines personnes disent que potentiellement le modèle est peut-être noyauté, c'est-à-dire que le modèle serait capable de faire fuiter de l'information même s'il est roulé localement. C'est un modèle de menace qui est abstrait pour moi encore parce que je ne le comprends pas. J'aimerais qu'on me l'explique parce que je ne vois pas comment un modèle qui est juste une série de poids peut injecter des comportements donc, et de faire fuiter de l'information. Fait que ça, j'essaie de me trouver un expert qui va être capable de me l'expliquer parce que ça, pour moi, je ne le capte pas, mais ça se pourrait qu'effectivement, c'est pas exclu que ça puisse. Mais oui, ils sont déjà disponibles toute cette semaine-là. En une semaine, là. fait que les gens, les experts DeepSeek là, de lundi sont plus bons vendredi parce qu'en une semaine, tout a changé. Là. C'est à vitesse faramineuse. Bon, ben écoute, bon à savoir. Puis écoute, on verra la suite des choses, mais si le modèle, si certains géants l'ont déjà installé dans leurs infras, c'est qu'il n'y a pas juste du mauvais avec ce modèle-là. Là. Il y a quelque chose qui... je comprends qu'il y a la curiosité de le tester, sachant qu'il est plus performant avec, on va dire, moins de coprocesseurs mathématiques. Fait que c'est intéressant de le tester. Mais s'il y a des gens qui l'ont installé, c'est parce qu'ils veulent commencer à l'exploiter puis à trouver une façon justement de l'agréger à leur propre modèle aussi pour voir jusqu'où ça peut aller. Là. C'est intéressant, là.
Ah, tout à fait. Moi, je vois ça. Je reviens, c'est très positif. Sur une course comme la course à l'espace, c'est la même chose. On a un potentiel d'amener les gens à aller plus loin. Là, les Chinois se sont montrés comme étant l'adversaire, comme les Russes se sont montrés comme étant les adversaires pour la course à l'espace. Ça sera ce que ça sera. Là, je dirais après ça, il faut arrêter de démoniser la Chine pour plus que qu'est-ce que c'est réellement aussi. Il faut arrêter. Mais en même temps, c'est toujours. Puis je reviens une troisième fois. N'envoyez pas vos données là, c'est la Chine, on le sait tous, c'est comme ça. Mais en même temps, envoyez pas plus vos données dans ChatGPT, puis envoyez pas plus vos données dans Facebook. Là, on revient toujours au même. C'est pas parce que c'est la Chine que c'est plus grave parce qu'ils n'ont pas les mêmes lois que les nôtres, ils n'ont pas les mêmes régimes réglementaires. Mais l'envoyer aux États-Unis, c'est aussi un problème. Là, c'est pas les compagnies américaines le réutilisent, nos données, ils refont les mêmes affaires. Fait qu'ils sont pas plus gentils, c'est juste que les autres, ils font du commerce avec. Les Chinois l'utilisent pour du renseignement. Fait que, bon, c'est pas la même finalité, mais c'est quand même de la réutilisation de nos informations pareil. Fait que soyez prudents sur ce genre de choses-là. Puis c'est pour ça que le rouler dans un Vertex ou un Bedrock de ce monde est probablement mieux parce qu'on se prémunit du fait que ça roule sur un serveur chinois, en l'occurrence. Mais ça revient comme TikTok aussi. Hein? C'est la même chose. Bon, ben écoute, à suivre pour DeepSeek. Ben effectivement, là, belle grosse nouvelle cette semaine. Oui, puis c'est pas juste négatif. Là. Fait que faut que ça brasse. Faut qu'on se fasse brasser la cage, puis je trouve ça positif. Deuxième nouvelle, puis ça avait apporté ça un peu, la sensibilisation, l'état un peu de la fraude. Et je trouve que c'est dans l'univers-là, il y a comme des choses. On leur revient souvent là-dessus parce que c'est un rappel qui doit, à mon avis, être régulier parce qu'on est clairement, on ne réussit pas à véhiculer le message correctement. Et les attaquants font évoluer leurs choses, font évoluer leur stratégie, leurs tactiques, les choses comme ça, puis ils continuent toujours à frauder les gens. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il y a une dame, je crois c'est pas en Angleterre, qui s'est fait frauder un montant quand même assez faramineux parce qu'elle pensait que c'était Brad Pitt qui était à l'hôpital. Là. Oui, c'est en plein ça. Oui, pauvre Brad Pitt, il avait besoin d'argent. Ben écoutez, c'est arrivé dans mon entourage. Là, la petite mécanique de social engineering, l'ingénierie sociale, et puis le manque de méfiance. Hein. Les piasteurs, c'est pas parce que là, c'est la période des impôts qu'il va avoir nécessairement recrudescence. Il y a recrudescence, effectivement, mais ce que je constate, c'est que ça commence à être assez... il y a de moins en moins de pics qu'avant pour les périodes, justement, pour les fraudeurs. Ils sont actifs à l'année. Je le constate avec des courriels que je reçois. Mes filles également. Puis comme je vous dis, mon entourage qui s'est fait appeler. Hein, il était à l'extérieur du Canada, il s'est fait appeler. Il y avait une balance d'informations, c'était sa banque. Et puis, il a quand même donné le reste des informations. Et puis, une fois que le téléphone a raccroché, une heure après, il s'est méfié. Fait qu'il a réellement appelé sa banque. Puis sa banque a effectivement confirmé qu'il venait de bloquer les activités frauduleuses, sachant qu'il était dans tel pays à l'extérieur du Canada et que les commandes provenaient d'une IP d'un autre pays. Ils ont été capables de constater qu'effectivement, le vrai client que je connais bien, est en train de se faire frauder. Fait qu'il n'a rien perdu, mais il est à l'extérieur du Canada pour à peu près 2 mois et demi. Plus de carte de débit, plus de carte de crédit, où ça nécessite des envois avec des mécanismes d'envoi d'argent internationaux. Ça devenait une mécanique un petit peu sophistiquée, mais bon. Malheureusement, quand il va revenir au Québec, il va falloir qu'il aille s'asseoir avec son banquier pour voir comment faire tout, débloquer ça, ramener ça à la normale, etc. Fait que c'est pour ça que c'est un petit rappel qui sont pas plus sophistiqués qu'avant, sont déjà sophistiqués. C'est juste qu'il y en a beaucoup, il y en a plus, puis sachez qu'ils n'ont pas de scrupules. Je ne sais pas si tu as lu le démantèlement cette semaine de la fraude grands-parents. Une belle petite frappe. Cela, je ne l'ai pas lu, mais oui, relate si tu peux. Plusieurs personnes, dont même des mineurs, qui étaient justement à la solde. On ne sait pas si c'est des groupes criminalisés, mais c'était un groupe relativement organisé, on va le dire comme ça. Et puis, c'est la fameuse fraude du grand-parent. Ils ont dénombré, je pense que c'est 200 quelques personnes, justement,
qui avait été, justement, où la fraude a eu du succès, ce qui est énorme, parce que c'est des centaines de milliers de dollars qui ont été en mesure de dérober. Bien entendu, il y a démantèlement. On ne parle pas si les sommes ont été retrouvées. Si on n'en parle pas, c'est que probablement qu'elles n'ont pas été retrouvées, sinon il l'aurait dit. Mais il y avait. C'était un groupe qui était organisé et qui faisait ça comme business, là. Il y en a beaucoup, puis c'est important que les gens rapportent, quand ils se font frauder, qu'ils rapportent ça à la police, qu'ils rapportent ça parce que si cette information-là n'est pas remontée, ça ne permettra pas, notamment au corps de police, de commencer à faire les activités. Ça, c'est un succès d'avoir réussi à démanteler ce genre de choses-là. Mais quand il y en a un qui tombe, il y en a 10 qui reviennent. Donc, c'est un problème qui est quand même assez important et complexe à régler. Et tant qu'on n'a pas une frappe organisée de la part de la police puis des coopérations internationales, c'est toujours très difficile de mettre ça en œuvre. Puis étonnamment, là, tu pensais des mineurs. Oui, les écoles secondaires, il y a des choses de recrutement. Avant, on recrutait pour de la prostitution. Maintenant, ils recrutent pour être des mules puis être des transporteurs d'argent puis faire partie de ces réseaux-là de distribution d'argent. Donc, ça, puis tu imagines, tu as un dude de 15 ans, tu lui dis que tu vas gagner 1 000 $ par semaine gratuit dans ses poches comme ça, juste en faisant 2-3 manœuvres. C'est sûr qu'ils vont embarquer tout de suite. Donc, on a un peu de sensibilisation au niveau des jeunes à faire, de la surveillance, s'assurer qu'ils ne tombent pas dans ces pièges-là de crimes. Et c'est locaux en plus, ces crimes-là. C'est à côté de chez vous, c'est à côté de nous. C'est justement, on prend de la Chine, c'est pas en Chine, ça se fait. Les fraudeurs sont ici. Ils utilisent d'autres systèmes dans des grands réseaux, mais c'est du monde d'ici qui fraude des gens d'ici. Oui. Puis j'ai écouté un épisode intéressant de JA en décembre dernier, là. Il y a des pays un petit peu plus, on va dire, maniaques. L'Inde, Malaisie, Philippines. C'est des groupes criminalisés qui font des offres d'emploi où il montrait justement un jeune Indien qui sortait de l'université avec un diplôme d'ingénieur en technologie. Il a vu l'offre d'emploi. Il a déménagé. Si je me souviens, c'était aux Philippines ou en Malaisie, je ne me souviens plus. Et puis, du moment qu'il a fait son entretien d'embauche et qu'on lui a offert son cubicule, c'est de l'esclavage. C'est carrément de l'esclavage. Donc, il y avait des quotas à respecter. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ben justement, un gros faux centre d'appel où ils appellent toutes sortes de clients pour bonifier l'information manquante pour être en mesure d'usurper des identités, accéder à des ordinateurs, voler les informations de crédit pour la finalité, rentrer dans le compte de banque puis être capable de vider ces comptes-là. Puis ils font aussi sous la contrainte, ce qu'on a vu dans ces pays-là. Ici, je ne le sais pas. Si c'est sous la contrainte, je ne penserais pas. Mais il y a des pays qui sont un petit peu plus... Quand tu prends un doute de 15 ans, tu dis que je te paye 1 000 $ par semaine. Si tu fais genre 2-3 opérations, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes, mais il va être content d'arriver en Porsche à l'école la semaine suivante parce qu'il y a trop d'argent dans ses poches. Fait qu'il va être complètement tilté. Là. Fait qu'on n'est pas dans le même élément. C'est sûr qu'on n'a pas autant d'esclavage, en tout cas a priori de ce que j'en connais, mais puis en même temps, puis ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça ramène, puis on le voit en cyber de façon plus large, parce que ça, c'est de la fraude dans le monde réel. Mais l'industrialisation et donc la séparation des tâches, c'est énorme. Ces centres d'appel-là sont une pièce dans l'ensemble de la fraude parce que dans la plupart des cas, il faut quand même des opérateurs locaux pour aller chercher l'argent, pour faire ça. Fait que tu as une personne qui appelle, c'est une chose. Il faut que tu aies quand même quelqu'un local qui va faire l'autre partie. Fait que tout le monde se finance là-dedans, comme on voit dans les grands groupes cyber également qui cloisonnent de plus en plus les différentes tâches et tout le monde ramasse un peu d'argent au passage. Là, c'est encore d'autant plus triste qu'on exploite des gens qui sont avec peu de moyens et qu'on leur met de la pression comme ça. En plus que c'est de la fraude, tout ça, c'est sale. Là. Fait que moi, l'attitude que je prends là, vis-à-vis ce type de fraude-là, que ce soit des appels, des textos, des courriels, c'est fort simple. Moi, l'appel, si tu me connais, je te connais pas. Moi, en partant, ça marche pas. À moins, puis si c'est une banque ou ma banque ou carte de crédit ou les fameux appels Amazon qui me disent que justement, je dois envoyer des fonds pour débloquer la commande, puis j'ai vraiment l'impression que c'est un robot qui parle à l'autre bout et non un être humain. Moi, c'est pas compliqué. L'attitude que je prends, on raccroche. Hein? Donnez-moi votre numéro de poste, numéro d'employé. On raccroche, puis je rappelle. Oups! C'est drôle.
La banque ne m'a jamais appelé, puis même chose. Là, c'est la période des impôts, comme Nicolas disait, de plus en plus. Le pic va commencer. Hein? Les fameux Post Canada, Parcel Not Delivered, blablabla, veulent débloquer des. Hey, écoutez, vigilance, par pitié. Vous n'avez pas fait de commande. Il n'y a personne sur la Terre qui va vous faire un cadeau. OK? Vous n'avez pas fait de commande. Ça, là, l'attitude que je prends là-dessus, puis c'est comme ça que je sensibilise mes filles, là. C'est pas compliqué. Si le texto est réellement important, ça rentre, t'as rien commandé, vidange. On clique pas ces liens. Ouvrir le courriel, c'est pas grave, mais on clique pas ces liens, mais on met ça au vidange, ad vitam aeternam. En fait, c'est contrôle-là, shift delete, là, ce que je fais. Puis, si c'est réellement important, ben, il y a un humain à un moment donné qui va vous appeler. Puis encore là, méfiance. Hein? Je vais aller sur votre site web officiel, prendre le numéro 1866. C'est quoi votre nom, numéro d'employé? Si vous l'offre, vous rappelez, puis c'est lui qui répond, tant mieux, c'est un vrai appel. Sinon, ben, c'est pas compliqué. Vous allez vous faire raccrocher au nez, là, ou ils vont partir à rire au téléphone comme ils font avec moi. Quand Amazon m'appelle puis que je lui demande cette information-là, j'entends un petit rire en arrière. C'est pas compliqué. Voilà. Oui, ils n'ont pas de temps à perdre. De toute façon, ils ont des cut-offs qui vont changer très, très rapidement de choses. Moi, c'est encore plus drastique que ça. Je réponds littéralement pas à des numéros que je ne connais pas. Fait que c'est encore plus brutal que ça. J'ai un répondeur. Si c'est important, laissez un message, ce qui va me laisser l'occasion de savoir, de vérifier si le numéro est bon, si c'est les bonnes choses, des éléments comme ça. Mais étonnamment, là, sur mon répondeur, là, j'ai très, 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 très rarement des messages. Les gens ne laissent pas de messages parce que c'est ça. Fait que clairement, moi, je me règle mon problème de cette façon-là. Les textos, c'est tel que tel. Puis en même temps, puis ça, c'est emmerdant parce que certaines compagnies, comme je pense DHL le fait, FedEx, je ne me rappelle pas, puis UPS, je ne me rappelle pas non plus, mais DHL le fait. Il t'envoie des textos pour te demander justement pour ce genre de choses-là dans un contexte où ça a l'air quasi comme de la fraude, mais c'est pas de la fraude. Hein. Fait que là, il faut que tu trouves. Y a-tu quelqu'un qui va moyen quelque chose par DHL? Là, tu cherches, puis tu remontes. Mais ça, je trouve ça très embêtant parce que la limite maintenant entre ce que les compagnies légitimes font et ce que les fraudeurs font, là, c'est très, très difficile à distinguer entre les deux. Puis non, mais c'est industrialisé. Puis je pense que j'ai déjà dit sur le podcast, mais mon compte de banque s'est fait attaquer là, il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis en train de faire ma course le matin, puis je reçois le SMS de deuxième facteur chez mon compte de banque. Fait que là, j'ai pas beaucoup aimé ça. Là, j'ai pas filé, je filais pas bien là, parce que je savais quelqu'un qui avait réussi à saisir mon mot de passe sur mon compte de banque. Là, puis la seule chose qui l'a arrêté, c'est que j'ai reçu le texto. Donc, mon deuxième facteur est activé. Donc, mettez votre deuxième facteur, c'est très important parce que ça bloque ce genre de choses-là. Oui, puis écoutez bien, j'ai un petit élément de risque à discuter rapidement là-dessus. Beaucoup de logiciels comptables contiennent ce qu'on appelle des fonctionnalités, hein, du code source ou des fonctionnalités qui vous permettent de communiquer justement directement avec vos comptes bancaires, que ce soit Banque nationale, la TD, Desjardins, peu importe. C'est ce qu'on appelle le fameux grattage d'écran. Souvent, il y a de ces logiciels-là qui sont dans des infrastructures SaaS. Lorsque vous décidez d'activer ces fonctionnalités-là, sachez que dans plusieurs cas, vos informations bancaires, donc le numéro de compte, votre mot de passe, second facteur ou non, activé ou non, sont distribués chez le fournisseur. Ça ne veut pas dire que le fournisseur va les exploiter parce qu'il y a un voyou qui travaille là. Le fameux grattage d'écran, c'est qu'il y a un tiers maintenant qui possède vos informations. Si le tiers, on va dire, est cyber-agressé et pompe vos informations, c'est qu'ils ont déjà une première portion pour se connecter à votre compte. Si vous n'avez pas activé le deuxième facteur, tant pis. Mais si vous l'avez activé, c'est probablement ça qui est arrivé à Nicolas, parce que je connais sa longueur de mot de passe. Ça me surprendrait que dans l'univers connu présentement, une machine assez puissante qui serait capable de le déchiffrer, ce qui veut dire que c'est probablement ce type. C'est probablement une fuite d'informations qui a eu lieu. Fait que moi, j'ai pris panique. Fait que quand je suis revenu de ma course, première chose que j'ai faite, je me suis logué dans mes comptes. J'ai changé mon mot de passe. Première étape, c'est assuré de remettre à zéro tout le monde. Puis en plus, puis là, je vais faire une publicité, accéder maintenant, on peut avec la clé FIDO, notamment ou les clés YubiKey, Titan, et ainsi de suite, ça fonctionne. Fait que si vous êtes nerveux comme moi, activez cette façon-là parce que là, ça, c'est vraiment
incassable à l'heure actuelle, ce genre de stratégie-là, parce qu'il faut la clé physique pour réussir à rentrer dans mon compte de banque. Fait que ça, j'ai vraiment pris panique. Mais le revers à ça, puis ça, c'est toutes les institutions bancaires ont à peu près le même problème. Ils n'offrent pas d'API standardisé pour permettre à ces compagnies tiers-là d'aller chercher l'information. Donc, ils sont obligés de faire le terme anglais, le skin scraping, le grattage d'écran, comme tu s'appelles en français, d'aller chercher cette information-là. Fait que je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas ça, parce que là, on se place dans une situation où les compagnies qui veulent, en tout cas, ou les compagnies de comptabilité, des choses comme ça, les gens veulent l'utiliser, bien, on est contraint à divulguer notre mot de passe au lieu d'avoir juste un API qui permet de fournir l'information, qu'on est capable de contrôler, qu'on est capable de faire ça. Je trouve ça un peu dommage que les banques n'adoptent pas ça, là, puis c'est relativement généralisé comme problème, mais de l'autre côté, accéder offre la clé. Fait que si vous trouvez que le SMS est insuffisant, YubiKey, activez ça. Génial, ça marche super bien. Moi, je suis super content de cette affaire-là. Puis ça calme un peu mon inquiétude. Puis ce matin-là, j'étais vraiment pas. Je me filais pas bien là, de ça. Puis ça arrivait à peu près dans le même séquence de temps que le journal de Montréal avait diffusé, qui était capable, à partir de courts extraits de voix, d'aller tromper les systèmes puis de voler de l'argent. C'est à peu près dans la même époque que ça. Oui, allô? Ouais, c'est ça, oui, allô. Ce qui est un peu. Ce qui a été débunké en bonne partie. Sauf que moi, mon take là-dessus, c'est que si les fraudeurs ont une façon de trouver pour contourner un système, ils vont le trouver. Le oui allô était probablement pas suffisant, mais c'est peut-être pas une machine automatisée qui faisait ça, c'est peut-être un agent auquel on parlait et on rejouait des parties de voix. Donc, la personne qui était l'agent a cru que l'intervention était légitime. C'est ce qui est probablement plus, mais l'histoire ne le dit pas, fait que ça n'est que de la spéculation rendu là. Mais bref, soyez vigilants un peu. C'est arrivé dans ton entourage. Moi, c'est pas arrivé, mais les truands sont très imaginatifs. Ils vont trouver toutes les façons pour trouver. Pour moi, les attaquants, c'est comme de l'eau. S'il y a un petit trou, ils vont passer par ce trou-là, puis c'est sûr qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Fait que surveillez, colmatez vos choses le plus que vous pouvez, autant que possible. Dans le doute, hein, on frappe le premier. Hein, c'est un grand sage qui me disait ça. C'est vos données. S'il y avait un sentiment d'urgence, pour vrai, là, vous attendez, je ne sais pas moi, un appel de votre banquier, votre courtier, je pourrais comprendre que ça serait vraiment un concours de circonstances. C'est un petit peu plus dur à déchiffrer ces situations-là, je peux comprendre. Mais pour vrai, dans le doute, on frappe le premier, on ne fait pas confiance. Rien commandé, on ne clique pas sur le lien. Pas de problème à la banque. On a un appel. On rappelle au vrai numéro de la banque à ce moment-là. Puis dans la réalité, il y a tellement peu d'occasions réelles et authentiques d'urgence. Ça aussi, c'est un élément important parce que ces attaquants-là vont essayer de faire susciter le sentiment d'urgence, donc de nous forcer à agir rapidement. Mais dans le réel, là, la probabilité qu'il y ait une urgence effective, là, c'est tellement rare. Là. Puis de toute façon, puis tu sais, il y a quelques années, c'était le genre la GRC va avoir un mandat d'arrêt sur toi, dépêche-toi d'appeler, sinon on va... Ben, qui débarque chez nous. De toute façon, si on a un mandat d'arrêt, ils vont débarquer chez nous. Là. Ils vont pas me faire un appel de courtoisie pour dire « Hey dude, t'as peut-être une chance qu'on l'exécute pas. » Non, ils vont venir défoncer chez nous, ils vont venir chercher. Là, ça fait s'il n'y a pas d'urgence comme ça qui existe, il n'y a pas genre... en tout cas, moi, dans mon cas, je ne paierais pas des millions de pénalités parce que je n'ai pas appelé dans le 5 minutes qui était là. Calmons-nous. De toute façon, les opportunités vont. Puis si on pour un rabais, par exemple, profitez de genre 5% de rabais, machin. Ils vont revenir, le 5% de rabais. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Chill. Relax. C'est vrai, ça. Comptez-les vos urgences que vous avez, là. C'est vos enfants. Des vraies urgences. C'est vos enfants. C'est pas votre banque, là. Votre banque, elle ne gênera pas. Elle va vous appeler, elle va vous envoyer une missive. Puis, l'impôt, c'est pas une urgence non plus. Là. Puis de toute façon, inquiétez-vous pas. Si on va venir vous voir, ils vont vous voir. Là. Soyez sans souci. Il n'y a pas de genre, on peut mettre le machin. Vous allez parler à un agent. Généralement, sont pas ultra sympathiques, là, mais sont quand même des humains à qui on peut parler. Puis ils ne mettent pas d'urgence, ils ne mettent pas de pression. Ils sont là pour régler une situation. Si vous devez de l'argent, bien, on essaie de trouver une façon. Tout se négocie, tout s'arrange. Il n'y a pas de choses. Fait que généralement, il n'y a
pas d'urgence. Non. Puis de toute façon, vous allez le voir, là, comme à chaque année, autant à la radio qu'à la télé, le gouvernement va justement faire ces petits scripts pour vous aider à vous sensibiliser, à vous méfier justement. Puis tout le monde le dit, aucun agent ne communiquera avec vous de telle ou telle ou telle ou telle façon, etc. Ça va se faire par les voies officielles. Elles sont classiques, ces voies officielles-là. Vous les connaissez, et puis voilà. Puis généralement, c'est ça. Puis pour avoir des contacts pas réguliers, mais occasionnels avec le ministère du Revenu, l'Agence du Revenu, parce que j'ai une entreprise, des fois, ils ont des questions, des éléments complémentaires à aller chercher. Mais quand ils me laissent mon message, parce qu'ils laissent un message sur le répondeur, ils donnent le numéro de téléphone. Quand on fait une contre-vérification, on voit que c'est le bon numéro de téléphone. Donc, tout est capable de tout s'applique. Puis là, je rappelle, puis là, je parle avec la personne avec qui. Puis là, on passe à travers le dossier. Il n'y a pas d'urgence. Généralement, il n'est pas énervé. Il est super chill, le dos au bout du fil. Ça va super bien parce que lui doit régler son dossier. Puis on va régler les choses ensemble. Puis tu parlais des enfants. Puis même à la limite, les enfants ne sont pas une urgence parce que si mon enfant a un problème de santé, je peux rien faire. Je ne suis pas un médecin. La seule chose que ça va faire, ça va m'énerver. Fait que je peux même si c'est pas une urgence dans laquelle je peux régler moi-même, qu'il faut que j'appelle un service d'urgence. Donc, puis ça aussi, il faut faire attention parce qu'on a eu des cas, il y a eu des cas à Montréal, ou en tout cas, moi, un cas publicisé, mais il doit y en avoir d'autres, où ils ont fait à croire que les enfants étaient enlevés, ce qui était faux. Puis là, ça crée le sentiment d'urgence. La chose qu'il faut faire comme parents, en l'occurrence, faut garder son calme. Puis, il faut alerter la police, en l'occurrence, parce que c'est la seule entité qui est capable d'agir quelque chose réellement dessus, parce que comme moi, je serais capable de rien faire. Si mon enfant est dans une situation où il a été enlevé ou s'il y a un problème de santé important, ben, je vais appeler l'ambulance, Calice, appeler la police. Moi, je vais arriver sur la scène, je vais juste comme être un support moral. C'est à peu près tout ce que je vais être capable de faire. Fait que c'est même encore là, si vous tombez dans des situations comme ça, revirez-vous et appelez quelqu'un ou une entité qui est capable d'arriver à régler le problème. Pas se faire genre énerver au bout de la ligne. C'est pas comme des psychs, là. Énervez-vous pas! Du calme. Il y a des réponses et des solutions au bout, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est une fausse. Encore là, ça devient une fausse. Même les enfants deviennent une fausse urgence. Mais c'est utilisé. Ils sont en train d'utiliser de plus en plus ce genre de choses-là, comme la faute des grands-parents aussi est un peu basée là-dessus, d'aller faire ce genre de choses-là. Mais si réellement je suis en problème ou si réellement il se passe quelque chose qui est une situation qui est compliquée, c'est pas un appel à moi qui va venir régler la situation ou je peux vraiment régler la situation. Ben, moi, la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est me revirer vers une entité légale, la police, l'ambulance, et de leur rappeler, de dire hey, on a un problème, mon enfant est dans le pépin dans cette situation-là. Il est à tel endroit selon ce qui est dit, des éléments comme ça. Donc, d'arriver comme ça et d'agir en conséquence. Puis si on prend le cas de ce qui est arrivé à Montréal, je pense que la mère est allée au camp de jour, justement, puis l'enfant était au camp de jour, donc ça l'a rassuré, même si ça l'a énervé pendant un court moment. Mais à ce moment-là, c'est la seule chose qui était à faire pour eux autres, et plus d'appeler la police pour s'assurer que ce sont. Mais bref, sans scrupules, c'est des salauds. Oui, c'est des petits bandits. Alors, méfiez-vous. Et puis Prudence, oui. Méfiez-vous, puis soyez heureux. Pas heureux. Hey, merci. Ça marche. Plus. Salut. Ciao.